Il est apparu, puis il a disparu, et soudain, tous les autres se sont tus. Yu Manglang n'était pas une figure politique. Il n'était ni lanceur d'alerte, ni milliardaire, ni célébrité controversée constamment entourée de scandales. Il était connu comme un acteur doux, réservé, dont l'image publique reposait sur le calme plutôt que sur la confrontation. C'est précisément pour cette raison que sa mort soudaine a provoqué un profond malaise. Les déclarations officielles ont décrit l'événement comme un accident tragique, une chute d'un immeuble, une fin malheureuse qui aurait dû permettre de clore l'affaire rapidement et discrètement. Mais au lieu d'un apaisement, ce qui a suivi fut bien plus troublant. Des hésitations, des suppressions et le silence. Dans les jours qui ont suivi sa mort, des comptes médiatiques affiliés à l'État chinois ont commencé à se comporter d'une manière que même des observateurs chevronnés ont eu du mal à expliquer. Des vidéos apparaissaient au milieu de la nuit pour disparaître au matin. Certaines ne contenaient aucun message explicite, seulement des images symboliques et une musique associée au travail de Yu Menglang. D'autres semblaient volontairement vagues, comme si elles testaient les limites de ce qui pouvait être montré avant d'être effacé à nouveau. Ce n'était pas le chaos, c'était une incertitude contrôlée. Parallèlement, un phénomène encore plus étrange est apparu dans l'espace numérique. Les comptes liés à Yu Menglang sont soudainement devenus introuvables. Son nom a été transformé en suite de caractères illisibles, des symboles conçus, non pas pour exprimer une identité, mais pour l'effacer. Il ne s'agissait pas de dysfonctionnements aléatoires. Il s'agissait d'actions précises, destinées à empêcher toute découverte, à garantir que la recherche de son nom ne mène nulle part. Lorsque des utilisateurs ont interrogé des systèmes automatisés et des outils d'intelligence artificielle pour obtenir des explications, les réponses étaient évasives, soigneusement neutres ou tout simplement absentes. Cela a fait naître une question persistante. Pourquoi un seul nom déclenchait-il une réaction aussi agressive ? Dans la plupart des tragédies du monde du divertissement, le système avance rapidement. Les fans pleurent, les titres s'effacent et l'industrie reprend son rythme. Mais ici, la réaction semblait inversée. Au lieu d'une amplification, il y avait une suppression. Au lieu de clarification, de l'ambiguïté. Et au lieu d'un débat public, un malaise croissant chez ceux qui observèrent de l'extérieur. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agissait plus seulement de Yu Menglang. L'affaire est devenue le reflet de la manière dont le pouvoir réagit sous pression. Lorsque l'information disparaît trop rapidement, elle n'apaise pas les soupçons. Elle les nourrit. Lorsque le silence se propage plus vite que la vérité, les gens commencent à se demander si le silence lui-même n'est pas le message. Derrière les écrans et les publications supprimées, une autre crainte est apparue discrètement. Si la simple mention du nom d'un acteur pouvait entraîner des suppressions de comptes, des sanctions de plateformes ou des fermetures inexpliquées, qu'est-ce que cela signifiait pour tous les autres des influenceurs, journalistes et utilisateurs ordinaires ont commencé à se prévenir mutuellement d'être prudents, non pas parce qu'ils avaient des réponses, mais parce qu'ils percevaient un risque. Et pourtant, malgré le silence, une chose est devenue de plus en plus claire. Quelle que soit la vérité derrière la mort de Yu Menglang, la réaction qu'elle a suscitée a révélé quelque chose de plus profond qu'un incident isolé. Elle a mis en lumière un système où l'attention est dangereuse, où la mémoire est disputée et où l'oubli peut être imposé. La véritable question n'est donc plus de savoir comment il est mort. La question est de savoir pourquoi son nom semble encore interdit. Et quel type de pouvoir a besoin du silence à ce point ? Dans toute tragédie ordinaire du monde du divertissement, la machine médiatique suit un scénario familier. Une annonce officielle est publiée, une brève vague de deuil s'ensuit, des condoléances soigneusement formulées apparaissent, puis la routine reprend progressivement. Le système est conçu pour absorber le choc, non pour l'amplifier. Mais la réaction qui a suivi la mort de Yu Menglang n'a pas respecté ce schéma. Elle s'est comportée comme si l'incident lui-même était radioactif. Le premier signal ne résidait pas dans ce qui était dit, mais dans l'incohérence de la manière dont cela était dit. Les rapports officiels semblaient retenus, presque précipités, comme s'ils cherchaient à refermer le récit avant que les questions ne puissent se former. Et pourtant,
simultanément, des fragments de contenu symbolique ont commencé à apparaître sur des comptes médiatiques affiliés à l'État. Ces publications ne mentionnaient pas directement Yu Manglang. Elles n'en avaient pas besoin. Le moment de leur diffusion, la musique utilisée, les images choisies suffisaient à attirer l'attention. Puis, tout aussi rapidement, elles disparaissaient. Ce schéma suggérait quelque chose de plus profond qu'une simple confusion. La suppression répétée de contenu est rarement accidentelle. Elle implique un désaccord interne, une hésitation ou une absence de consensus sur la quantité d'informations pouvant être considérées comme sûres à diffuser. Dans des environnements médiatiques contrôlés, le contenu était généralement filtré avant publication. Le fait que du matériel apparaisse, puis disparaisse à plusieurs reprises, indique que différentes mains prenaient des décisions différentes, possiblement guidées par des priorités concurrentes. Une interprétation possible est celle de la prudence. Dans les affaires très médiatisées, en particulier celles impliquant des personnalités publiques, les institutions cherchent souvent à limiter les spéculations en réduisant l'exposition. Mais la prudence, à elle seule, n'explique pas l'intensité de la réaction. Des chemins de recherche entiers ont été perturbés. Des noms ont été altérés au point de devenir méconnaissables. Des comptes sont devenus fonctionnellement invisibles. Ces actions n'étaient pas conçues pour clarifier les faits. Elles étaient conçues pour interrompre la mémoire. À ce stade, la question se déplace de l'incident lui-même vers la réaction qui l'a déclenché. Quel type d'événement oblige un système à privilégier l'effacement plutôt que la réassurance? Une partie de la réponse pourrait résider dans le poids symbolique de l'image de Yu Manglang. Il n'était pas connu pour la défiance ou la controverse. Il représentait quelque chose de non menaçant, la jeunesse, la politesse et la conformité aux attentes de l'industrie. Lorsque quelqu'un de ce profil devient le centre d'une incertitude, cela perturbe une hypothèse tacite, celle selon laquelle ceux qui respectent les règles restent protégés. Du point de vue de la stabilité institutionnelle, cette hypothèse est essentielle. L'industrie du divertissement repose sur la prévisibilité. Les acteurs, producteurs et investisseurs opèrent à l'intérieur de frontières invisibles façonnées par la réputation, l'obéissance et le silence. Une mort soudaine, qui ne peut être expliquée facilement, menace ces frontières, non pas en raison de ce qu'elle prouve, mais de ce qu'elle incite les gens à imaginer. C'est ici que la peur entre en jeu. La peur n'a pas besoin de faits établis. Elle a seulement besoin d'incertitudes combinées au pouvoir. Lorsque l'information est incomplète et que l'autorité réagit de manière défensive, les observateurs commencent à combler les vides par eux-mêmes. Dans les environnements numériques, la spéculation se propage plus vite que la clarification. Et pour ceux qui gèrent l'ordre public, la spéculation peut être plus dangereuse que les faits. Au fil des jours, un autre schéma est apparu. Des personnes ayant tenté de discuter de l'affaire ont signalé des perturbations de comptes, des suppressions de contenu ou des sanctions inexpliquées imposées par les plateformes. Il est difficile de vérifier si ces actions étaient coordonnées ou simplement coïncidentes. Mais leur effet était indéniable. Les discussions ont ralenti. Les avertissements ont remplacé les questions. Les gens ont commencé à se conseiller mutuellement de rester silencieux, non parce qu'ils connaissaient la vérité, mais parce qu'ils percevaient des limites invisibles. Ce basculement marque un moment critique dans toute crise de l'information. Lorsque la peur remplace la curiosité, le contrôle devient auto-entretenu. Aucune déclaration officielle n'est nécessaire. Le silence s'impose de lui-même. Dans le même temps, des signaux politiques subtils ont accentué le malaise. Des observateurs ont noté des changements inhabituels dans les apparitions publiques et les rôles de hauts responsables généralement associés à la sécurité et à la surveillance interne. Des titres ont été ajustés. Des apparitions se sont déplacées vers des domaines politiques sans rapport apparent. Ces changements ne confirmaient aucun lien avec l'affaire, mais ils contribuaient à une perception plus large d'instabilité en coulisses. Dans des systèmes fortement structurés, même de légères déviations sont scrutées. Lorsque plusieurs déviations se produisent simultanément, les gens commencent à chercher des motifs. Que ces motifs reflètent la réalité ou une projection importe peu. Ce qui compte, c'est leur influence sur le comportement.
Au sein de l'industrie du divertissement, le message a été reçu clairement. Des projets liés, même de manière indirecte, à l'affaire ont commencé à rencontrer une résistance inhabituelle. Des films ont été discrètement déclassés. Le sentiment public s'est brusquement détérioré. Des carrières auparavant stables sont devenues soudainement fragiles. Encore une fois, rien de tout cela ne prouvait une relation de cause à effet. Mais cela renforçait la conviction qu'une proximité avec l'incident comportait un risque. Un risque qui, dans ce contexte, n'est pas nécessairement juridique. Il est réputationnel, financier et psychologique. C'est le risque d'être remarqué pour de mauvaises raisons. Pour de nombreux artistes, c'est à ce moment-là que le silence devient une stratégie de survie. Prendre la parole n'offre aucune garantie de protection. Rester silencieux offre au moins l'illusion de la sécurité. Avec le temps, cette illusion devient une norme. Et les normes sont difficiles à briser. Et pourtant, malgré tous les efforts visant à étouffer l'attention, l'histoire n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Au lieu d'être discutée ouvertement, elle s'est déplacée vers des conversations privées, un langage codé et des références symboliques. L'absence de réponse claire n'a pas dissipé l'intérêt. Elle l'a approfondi. Car lorsqu'un système réagit avec une telle intensité face à l'incertitude, il suscite une question inévitable. Qu'est-ce qui est en train d'être protégé ? Et pourquoi cette protection exige-t-elle que tant de personnes restent silencieuses ? Lorsqu'un récit ne peut être effacé, la stratégie suivante consiste souvent à l'épuiser. Non pas en répondant aux questions, mais en saturant l'environnement dans lequel ces questions sont posées. Dans le cas de Yu Menglong, ce processus s'est déroulé sans déclaration officielle ni confrontation spectaculaire. Il s'est manifesté par un changement progressif, mais indéniable de ton, d'opportunités et de conséquences à travers l'ensemble du paysage du divertissement. La réaction du public n'a pas explosé d'un seul coup. Elle s'est fragmentée. D'un côté, se trouvaient ceux qui estimaient que le silence du système ne traduisait rien d'autre qu'une prudence excessive, une tentative d'empêcher les rumeurs de dégénérer en chaos. De l'autre, ceux qui voyaient dans ce silence même la preuve de quelque chose d'irrésolu. Entre ces deux groupes se trouvait une population bien plus vaste, des personnes qui ont choisi de ne pas choisir. Elles ont observé, elles ont remarqué, puis elles se sont retirées. Cette hésitation n'était pas fortuite. Elle était apprise. Presque immédiatement, des projets liés au cercle élargi entourant l'affaire ont commencé à rencontrer des obstacles. Des films ont subi des vagues soudaines de notes négatives avant même leur sortie. Des campagnes promotionnelles ont perdu leur élan. Les fenêtres de distribution ont été discrètement raccourcies. Aucune interdiction formelle n'a été annoncée. Aucune explication officielle n'a été donnée. Et pourtant, les résultats étaient suffisamment clairs pour être compris sans mots. Dans l'industrie du divertissement, la visibilité est une condition de survie. Lorsque cette visibilité est menacée, le message n'a pas besoin d'être répété. Il suffit de le démontrer. Pour les artistes et les producteurs, les conséquences n'étaient pas toujours catastrophiques, mais elles étaient constantes. Une première retardée ici, une interview annulée là. Un projet qui échoue non pas en raison d'un rejet du public, mais parce que le soutien s'est évaporé. Il ne s'agissait pas de sanctions imposées par la force. Il s'agissait de retrait de protection. Dans le même temps, des voies extérieures au système de divertissement continental ont commencé à combler ce qui ne pouvait être dit à l'intérieur. Des artistes issus de régions voisines, en particulier de Taïwan, ont commencé à partager leurs propres expériences. Ils ne les ont pas présentées comme des accusations directement liées au cas de Yu Menglong, mais comme des récits personnels révélant un schéma plus large de peur et de déséquilibre du pouvoir. Une actrice a raconté avoir été humiliée publiquement lors d'un événement majeur de l'industrie, insultée verbalement par une figure influente devant des pairs restés silencieux. Une autre a évoqué avoir été convoquée dans un cadre privé sous des prétextes professionnels pour être ensuite sommée de s'agenouiller, de boire, de se soumettre. Ces récits n'étaient pas présentés comme des incidents isolés. Ils étaient décrits comme des exemples d'un environnement où l'autorité s'impose par la dégradation et où la résistance entraîne des conséquences.
Le détail le plus troublant n'était pas l'abus lui-même, mais la réaction des témoins. Personne n'est intervenu. Non pas par approbation, mais par peur. La peur, une fois normalisée, devient un langage commun. Un acteur masculin a plus tard relaté une expérience similaire. Invité à une réunion sous la promesse d'une opportunité professionnelle, il s'est retrouvé piégé dans une situation où le consentement était présumé et le refus provoquait l'agression. Son évasion a nécessité confrontation, menace de dénonciation et une part considérable de chance. Son témoignage ne s'est pas conclu par la justice, mais par un avertissement. La survie dépendait du silence. Ces témoignages ont trouvé un écho parce qu'ils expliquaient ce que les statistiques et les récits officiels ne pouvaient pas expliquer. Ils expliquaient pourquoi, dans les moments de crise, les individus disparaissent au lieu de s'unir. Pourquoi la solidarité s'effondre sous la pression? Pourquoi, lorsque Yu Manglong avait le plus besoin de voix, si peu étaient prêts à parler? Le mur du silence ne s'est pas construit en une nuit, il a été édifié au fil des années par l'observation. Les artistes ont vu des carrières stagner après de simples désaccords. Ils ont vu des réputations se dissoudre lorsque des conflits privés devenaient un public. Ils ont appris que la morale n'offrait aucune protection si elle n'était pas alignée avec le pouvoir. Dans cet environnement, le silence devient rationnel. Parler n'est pas perçu comme du courage, mais comme de l'imprudence. Et lorsque la survie est en jeu, l'imprudence est rarement admirée. La couverture médiatique reflétait cette réalité. Les médias internationaux ont abordé l'affaire avec prudence, conscients de l'accès limité à l'information et des difficultés de vérification. Les plateformes nationales ont réduit l'exposition sans explication. Les discussions ont migré vers un langage codé, des métaphores et des références indirectes. Le nom n'était plus nécessaire. Tout le monde savait de quoi il était question. Cette diffusion de l'attention servait à un objectif précis. Elle empêchait qu'un récit unique ne devienne dominant. Sans récit dominant, la responsabilité devient abstraite. Et lorsqu'elle est abstraite, elle peut être indéfiniment reportée. Pourtant, l'avalanche n'a pas pu être totalement contenue. Chaque tentative de suppression a suscité une nouvelle curiosité. Chaque disparition de contenu a engendré des questions sur ses raisons. Chaque conséquence inexpliquée a alimenté la spéculation, non pas la certitude, mais la persistance. Ce qui a émergé n'était pas un mouvement, mais une mémoire. Une conscience collective qu'un dysfonctionnement s'était produit, même si personne ne pouvait dire avec certitude ce que c'était. C'est là le paradoxe du contrôle moderne de l'information. Le silence total est impossible. Le silence partiel, en revanche, est extrêmement efficace. Il brouille les lignes. Il ralentit l'élan. Il isole les individus les uns des autres. Les gens peuvent soupçonner qu'ils ne sont pas seuls, mais sans confirmation, ils hésitent à agir. Et ainsi, le système se maintient. Non pas parce qu'il convainc tout le monde, mais parce qu'il convainc suffisamment de personnes d'attendre. D'attendre la clarté. D'attendre la sécurité. D'attendre que quelqu'un d'autre parle en premier. Pendant ce temps, le coût de cette attente s'est réparti silencieusement. Des carrières se sont estompées. Des histoires sont restées inachevées. Des familles ont enduré la perte sans réponse. Et l'industrie a continué d'avancer, non pas inchangée, mais plus prudente, plus retenue et plus consciente des frontières invisibles qui conditionnent sa survie. La tragédie de Yu Manglong dépasse ainsi largement la question de sa mort. Elle vit dans les comportements que sa disparition a révélés, dans la peur qu'elle a déclenchée, dans le silence qu'elle a imposé, et dans cette prise de conscience inconfortable, l'arme la plus puissante d'un système n'est pas la violence, mais la conformité. Une conformité obtenue non par des ordres, mais par les conséquences. Toute histoire non résolue atteint tôt ou tard un point où le silence lui-même devient le signal le plus assourdissant. Dans le cas de Yu Manglong, ce moment n'est pas arrivé par une révélation spectaculaire, mais par une absence. Non seulement l'absence de réponse, mais la disparition de ceux qui auraient pu poser les questions les plus essentielles. Parmi toutes les figures liées à cette affaire, aucune n'avait une portée symbolique plus forte que la mère de Yu Manglong.
Dans les systèmes gouvernés par la procédure, les membres de la famille constituent souvent le dernier pont entre la tragédie personnelle et l'enquête formelle. Leur présence légitime la recherche de vérité. Leur silence, qu'il soit choisi ou imposé, stoppe l'élan. Lorsque des informations ont circulé indiquant qu'elles n'étaient plus joignables, l'inquiétude s'est transformée en alarme. Pour certains observateurs, sa disparition suggérait une forme de protection. Dans des situations à haut risque, le retrait peut être une stratégie de survie, un moyen d'éviter des dommages supplémentaires. Pour d'autres, elle représentait l'inverse, la rupture finale du chemin menant à la responsabilité. Sans un proche direct disposé ou capable de s'exprimer publiquement, le récit pouvait être scellé définitivement sous l'étiquette d'un accident. Cette incertitude a marqué l'heure la plus sombre de l'histoire. Non pas parce qu'elle confirmait une faute, mais parce qu'elle révélait à quel point la quête de vérité peut être fragile lorsqu'elle dépend du courage individuel plutôt que de la transparence institutionnelle. À mesure que l'attention publique se déplaçait, les analystes ont commencé à regarder au-delà de l'industrie du divertissement, cherchant un contexte plus large. Des comparaisons ont été établies. Non pour tirer des conclusions, mais pour comprendre comment des moments similaires s'étaient déroulés auparavant. Dans l'histoire politique contemporaine, il existe des précédents où des morts soudaines, un contrôle rapide de l'information et un silence stratégique ont convergé durant des périodes de tension interne. Un exemple fréquemment cité concerne un accident de voiture mortel survenu plus d'une décennie auparavant, juste avant une transition majeure du leadership. À l'époque, des rumeurs se sont propagées rapidement, alimentées par des rapports contradictoires et des divulgations partielles. Les canaux officiels ont travaillé à stabiliser le récit, tandis que les discussions non officielles migraient vers les marges d'Internet. L'affaire a fini par disparaître de l'attention publique, non parce qu'elle avait été résolue, mais parce que l'attention avait été redirigée. La comparaison n'est pas une preuve. C'est un prisme. Dans les deux situations, l'élément central n'était pas ce qui pouvait être démontré, mais la manière dont les institutions réagissaient sous pression. La priorité constante était la stabilité. Les questions susceptibles de menacer cette stabilité n'étaient ni répondues ni reconnues. Elles étaient simplement autorisées à s'éteindre. Dans ce cadre, les signaux politiques prennent une importance accrue. Des observateurs ont noté des changements subtils dans la visibilité et les fonctions de responsables habituellement associées à la sécurité intérieure et à la supervision. Des titres ont été modifiés. Des apparitions publiques ont changé de thématique. Des responsabilités semblaient redistribuées. Aucune de ces mesures n'a été expliquée en lien avec l'affaire de Yu Menglang. Aucun lien direct n'a jamais été établi. Et pourtant, le calendrier de ces changements a alimenté les spéculations. Or, la spéculation est précisément ce que les systèmes contrôlés cherchent à contenir. Elle est imprévisible, émotionnelle et difficile à gérer. Le moyen le plus efficace de la neutraliser n'est pas la confrontation, mais la dilution. Autoriser l'existence de multiples interprétations simultanément, aucune suffisamment forte pour dominer. Dans un tel environnement, la vérité devient optionnelle. Pour le public, cela crée un carrefour psychologique. Les individus doivent décider s'ils continueront à poser des questions sans garantie ou s'ils accepteront l'ambiguïté comme un état permanent. La majorité choisit la seconde option. Non par indifférence, mais par fatigue. La fatigue est l'alliée silencieuse du pouvoir. À mesure que les semaines se transformaient en mois, l'affaire s'est progressivement retirée des gros titres. Aucune nouvelle preuve n'a émergé. Aucune réouverture officielle de l'enquête n'a été annoncée. L'industrie du divertissement s'est ajustée. De nouveaux projets ont remplacé les anciens. Les conversations ont évolué. Mais la mémoire est restée, suspendue, irrésolue. Ce qui subsistait n'était pas la certitude, mais la conscience. La conscience que les systèmes peuvent rapidement faire front commun. La conscience que la visibilité peut être retirée sans explication. La conscience que la justice, lorsqu'elle devient inopportune, peut être indéfiniment reportée. Pour les publics internationaux,
en particulier ceux habitués à des processus juridiques transparents, cela soulève des questions inconfortables. Que se passe-t-il lorsque la responsabilité ne repose pas sur la loi, mais sur l'alignement ? Lorsque la vérité doit rivaliser avec la stabilité, laquelle l'emporte ? L'histoire de Yu Manglang n'apporte pas de réponse définitive. Elle offre un cadre de compréhension de la manière dont le pouvoir gère le risque. Elle montre que, dans certains environnements, l'objectif n'est pas de convaincre le public d'une version spécifique des faits, mais d'épuiser l'intérêt jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et dans de nombreux cas, cette stratégie fonctionne. Pourtant, il existe une limite à l'effacement. Si les faits peuvent être obscurcis et les récits redirigés, la mémoire collective est plus difficile à éliminer. Les histoires refont surface. Les comparaisons se multiplient. Les schémas sont reconnus. Chaque affaire non résolue devient un point de référence pour la suivante. C'est ici qu'émerge la notion de justice différée. Une justice non pas refusée frontalement, mais suspendue. En attente d'un moment où les conditions seront plus sûres, où l'attention reviendra, où quelqu'un d'autre osera parler en premier. L'histoire suggère que ces moments finissent par arriver, bien que rarement selon des calendriers prévisibles. Des dossiers sont rouverts. Des témoignages émergent, les contextes changent. Non parce que la vérité a évolué, mais parce que l'environnement qui l'entourait a changé. Jusqu'à ce jour, l'héritage de la mort de Yu Manglang existe dans un espace silencieux et inconfortable. Non pas comme une affaire résolue, mais comme un rappel de la fragilité de la vérité lorsqu'elle entre en collision avec le pouvoir. En fin de compte, l'aspect le plus troublant de cette histoire n'est pas le mystère lui-même. C'est la confiance du système dans le fait que ce mystère peut être toléré. Que des questions sans réponse peuvent être acceptées. Que le silence peut se substituer à la résolution. Que le temps accomplira le travail que la transparence n'a pas fait. Reste à savoir si cette confiance est justifiée. Car l'histoire a une manière singulière de revisiter ce qu'on lui a un jour demandé d'oublier. Au final, le récit de Yu Manglang ne s'achève pas sur une révélation. Il s'achève sur une pause. Il n'y a pas eu de procès public. Pas de réouverture officielle de l'enquête. Pas de réponse définitive suffisamment forte pour faire taire les questions qui ont suivi sa mort. À la place, il y a eu de la distance. Une distance créée par le temps, par le silence et par le retour progressif de la routine. De nouveaux titres ont remplacé les anciens. De nouveaux visages sont apparus sous les projecteurs. L'industrie a continué de fonctionner, légèrement plus prudente qu'auparavant. C'est souvent ainsi que les histoires non résolues survivent. Non bruyamment, mais avec persistance. Pour de nombreux observateurs, en particulier ceux extérieurs au système dans lequel cette histoire s'est déroulée, le détail le plus frappant n'est pas ce qui peut être prouvé, mais ce qui peut être normalisé. Un jeune acteur meurt dans des circonstances peu claires. Les informations entourant l'affaire deviennent fragmentées. Les discussions s'estompent. La vie continue. Et, progressivement, l'incertitude devient l'état final accepté. Or, l'incertitude n'est jamais neutre. Elle laisse une trace. Elle enseigne aux artistes où se situent les limites. Elle enseigne au public quelles questions sont sûres et lesquelles ne le sont pas. Elle enseigne aux institutions que la stabilité peut être préservée sans explication, à condition que l'attention soit suffisamment bien gérée. Tout cela ne nécessite pas une conspiration. Cela nécessite seulement un alignement. Lorsque suffisamment de personnes partagent le même intérêt à rester silencieuses, le silence devient efficace. Et pourtant, quelque chose résiste à l'effacement. Le nom de Yu Manglang ne fait peut-être plus la une. Son histoire ne domine peut-être plus les conversations. Mais elle a pénétré un autre espace plus difficile à contrôler, la mémoire. La mémoire n'exige pas une visibilité constante. Elle a seulement besoin de rappels occasionnels, d'une comparaison, d'une référence, d'un moment où notre histoire semble étrangement familière. C'est ainsi que fonctionne la justice différée. Non comme une promesse, mais comme une possibilité. L'histoire était remplie de cas, autrefois considérés comme clos, qui ont été rouverts des années plus tard dans des contextes différents. Non parce que la vérité avait changé,
mais parce que le pouvoir autour d'elle avait évolué. Que cela se produise ou non demeure inconnu. Ce qui est certain, c'est que le silence n'a pas résolu cette histoire. Il n'en a fait que retarder l'échéance. Pour les publics internationaux, la leçon ne concerne pas un pays ou une industrie en particulier. Elle concerne la relation fragile entre le pouvoir et la vérité partout dans le monde. Lorsque les systèmes privilégient le contrôle à la clarté, ils peuvent réussir à court terme. Mais ils créent également un stock de questions sans réponse, chacune attendant le moment où elle pourra refaire surface en toute sécurité. L'héritage de Yu Manglang ne se définit donc pas uniquement par les circonstances de sa mort. Il se définit par ce que son absence a révélé, sur la peur, sur la conformité, sur la facilité avec laquelle la visibilité peut être retirée et sur la difficulté de la restaurer. La vérité la plus inconfortable est la suivante. La justice ne disparaît pas toujours lorsqu'elle est refusée. Parfois, elle attend simplement. Elle attend que l'attention revienne. Elle attend que le courage se propage. Elle attend que quelqu'un, quelque part, décide que le silence n'est plus l'option la plus sûre. Jusqu'à ce moment, l'histoire reste inachevée. Et la question qui l'a déclenchée demeure, sans réponse mais toujours vivante. Lorsque le silence se propage plus vite que la vérité, est-ce parce que la vérité est faible ou parce qu'elle est dangereuse ?